Et donc voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Code of Chercheur qui est cette fois dédié à l'énergie osmotique. Donc l'énergie osmotique, on va en parler avec Cyril Picard qui est mon invité aujourd'hui et qui est un expert du domaine vu qu'en fait justement lui il essaie de développer de nouvelles méthodes pour donc obtenir de l'énergie à partir de la rencontre entre l'eau salée et l'eau douce. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements même s'il sera virtuel à Cyril Picard. Bonjour Cyril donc. Bonjour à tous. Donc, je travaille à l'université de Grenoble, à l'université Grenoble-Alpes, enseignant-chercheur. J'enseigne dans le domaine de l'énergie, transition énergétique. Et puis, je fais ma recherche dans un laboratoire qui s'appelle le LIFI, Laboratoire interdisciplinaire de physique. C'est un labo où on fait de la physique avec un couplage autour de différentes thématiques, biophysique, optique, théorie, nanofluidique. Différents domaines. Donc, nous, on va plus parler de nanofluidique, c'est ce qui est lié à l'énergie bleue. Et donc, tu posais la question de l'énergie bleue. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui est associée au mélange. Quand on vient mettre une goutte de lait dans son café, on sait que progressivement, le tout va se mélanger. Quand on met une goutte d'eau salée dans de l'eau douce, naturellement, on va obtenir de l'eau avec une salinité intermédiaire, les deux se mélangent. Et on sait aussi que si on veut faire le processus inverse, par exemple récupérer de l'eau douce à partir d'eau salée, il va falloir apporter de l'énergie. Quand on fait du dessalement d'eau de mer, il y a un coût énergétique. Il y a un coût énergétique à cette opération. Et donc, l'opération inverse, mélange entre de l'eau salée et de l'eau peu salée, de l'eau douce, peut libérer de l'énergie. C'est ça qui est assez, c'est le cœur du problème justement, mais je pense que pour les gens, on comprend assez facilement comment est-ce qu'on fait pour en tirer du sel à de l'eau. Mais finalement, le cœur du truc, c'est comment est-ce qu'on crée de l'énergie à partir vraiment d'un mélange de douce et d'eau salée. Parce que si on fait ça chez soi, il n'y aura pas d'un coup des étincelles. Il n'y aura pas, effectivement, voilà. Donc, alors justement, ça a été un peu le point de départ. C'est vraiment cette idée, elle a émergé chez les gens qui faisaient du dessalement d'eau de mer. Ils avaient bien conscience qu'il fallait fournir de l'énergie et se sont dit, mais normalement, si on faisait avec une technique adaptée l'opération inverse, on devrait pouvoir récupérer cette énergie. Et toute la question est comment faire pour la récupérer. Et donc, pour comprendre ça, justement, faut revenir sur la méthode de dessalement d'eau de mer. Le principe, c'est d'utiliser une membrane avec des petits trous, des trous suffisamment petits qui vont un peu jouer le rôle de passoire. Alors en fait, on verra qu'il y a différentes techniques, mais par contre sur celle-ci, une nanopassoire, une passoire à l'échelle moléculaire. Et donc si on met de l'eau salée d'un côté de cette passoire, il ne va pas se passer grand-chose en vrai, sauf si on commence à appuyer sur l'eau salée. Si on appuie sur l'eau salée, là, on va arriver progressivement à forcer l'eau douce à traverser la passoire et on va récupérer de l'eau douce de l'autre côté. Donc, quand on dit appuyer, c'est quoi? C'est faire un courant? C'est la contrainte dans un espace? Exercer une pression, pressuriser l'eau salée. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'on va mettre l'eau salée dans un vérin, dans un piston, et puis qu'on va appuyer pour forcer l'eau à passer à travers la passoire. Si on arrête d'appuyer, spontanément, l'eau douce va vouloir venir se mélanger avec l'eau salée. Naturellement, en fait, les deux fluides cherchent à se mélanger pour homogénéiser la concentration. L'idée d'avoir d'un côté de l'eau pure et de l'autre côté de l'eau salée, c'est pas très naturel. C'est pour ça qu'on emploie le mot osmose. L'eau tend à vouloir rejoindre, l'eau douce tend à vouloir rejoindre l'eau salée. Et donc, pour illustrer cette idée de pressurisation, si on imagine ce qu'on appelle un tube en U, donc alors, mes mains, je ne sais pas si on voit mes mains. Là, on voit, là, c'est bon. Ce que toi, tu vois, c'est normalement, c'est ce que voient les gens. Donc, tu peux. Voilà, donc si on imagine un tube en U avec d'un côté. Faut se mettre au milieu, voilà. Donc, d'un côté, de l'eau salée, de l'autre côté, de l'eau douce. Et puis, en bas du tube en U, on va mettre une membrane. Si on laisse le système rejoindre un équilibre,
on a dit que l'eau douce allait traverser naturellement cette membrane pour rejoindre l'eau salée. Et ce processus va se faire jusqu'à ce qu'on atteigne une différence de niveau entre le côté peu salé et le côté salé de 300 mètres. D'accord. Ouais. Donc, tant qu'il n'y a pas, tant que l'écart d'altitude est inférieur à 300 mètres, et ben, spontanément, l'eau douce va rejoindre l'eau salée jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau de 300 mètres, un écart de niveau de 300 mètres. Donc, on sent bien que cette différence d'altitude de 300 mètres, c'est la même chose que quand on essaye de faire de l'hydroélectricité. Quand on a une différence d'altitude, c'est une source potentielle d'énergie. Quand on a un barrage en montagne, eh ben, on va pouvoir turbiner l'eau qui se trouve en altitude et récupérer l'énergie qu'on va convertir l'énergie sous forme d'électricité. Et c'est la même idée qu'on va utiliser ici. On va montrer justement la vidéo qu'on avait parlé, dont on avait abordé. S'il y a des gens qui ont déjà des questions justement pour l'instant, n'hésitez pas. Peut-être que ce sera plus clair aussi avec cette petite vidéo-là. Voilà, je sais pas, si tu veux la commenter justement pour parler un peu le côté membrane. C'est un peu l'idée que je viens d'évoquer. Donc là, à gauche, on a de l'eau douce, à droite, de l'eau salée. Et puis, si on lance la vidéo, on va voir que progressivement, par cet effet, donc là en anglais osmosis, par cet effet d'osmose, l'eau douce va être spontanément pompée du côté salé. Et ce faisant, on va retrouver l'eau douce à droite, mais à une pression plus élevée qu'elle n'était dans son état de départ. Au départ, elle est à là, on voit que ça monte. Et donc, progressivement, le niveau va monter. Alors là, évidemment, c'est un schéma, mais il faut imaginer que si on continuait d'alimenter à gauche en eau douce, eh ben, l'eau monterait à droite jusqu'à ce qu'on ait un écart de niveau de 300 mètres. Et donc, voilà, donc si on attend suffisamment, on va atteindre 300 mètres. Mais si on imagine qu'on fait un petit trou dans la colonne d'eau à droite, eh ben, on va avoir de l'eau qui va naturellement sortir sous pression. Et c'est cette eau sous pression qu'on peut valoriser pour avoir de l'énergie. Alors ça, j'avais l'image, mais elle a disparu. Je vais la remettre. Parce qu'on avait vu l'image avec le moulin qui était assez intéressante, justement. Voilà. Donc cette idée de moulin à eau osmotique, elle a été proposée dans les années 70. C'est un peu 20 ans plus tôt qu'il y a eu un peu la première proposition de valorisation de l'énergie osmotique, suivant une approche un petit peu différente. Mais j'aime bien l'idée du moulin parce que avec les mains, ça parle assez bien cette différence d'altitude dont je viens de parler. Et donc le moulin, c'est en fait la turbine qui, donc sur le schéma, qui va arriver, c'est symbolisé avec un moulin, je crois. S'il arrive un jour. Je trouve plus comment on l'avait trouvé. Tu me l'as pas. Il est pas dans ton PowerPoint aussi, je regardais. Il est dans le PowerPoint au début à peu près. Ah, il y avait le U d'ailleurs. Tiens, c'est vrai que j'aurais pu le montrer. Tiens, voilà, dans le PowerPoint. Je vais peut-être le mettre en grand. Tac. Hop. Donc ça, c'est Grenoble. C'est juste pour attirer les gens s'ils ont envie de venir. Voilà, ouais. À Grenoble. Ça, je sais pas pourquoi. Tu avais mis ça dans le alors ça, voilà, je reviendrai là-dessus. On verra après. Oui, d'accord, ok. Donc ça, c'était le U, effectivement, qu'on parlait tout à l'heure, la différence de pression. Et donc, voilà. Et donc, juste à l'échelle, donc, on a parlé de membrane. Donc là, pour préciser, la nature est championne de ce type de membrane. Donc, par exemple, les plantes ont cette capacité d'enfermer de l'eau sous pression dans les cellules. Donc, on rajoute de l'eau à une plante qui a eu un peu soif. Spontanément, l'eau est pompée par la plante qui se met sous pression. Donc, elle est un peu gonflée comme une tente Décathlon avec de l'air comprimé. Mais là, c'est de l'eau sous pression à l'intérieur de la cellule et c'est ça qui fait la tenue de la plante. Donc, les plantes sont en général à quelques bars de pression et c'est ça qui fait voilà. Et puis voir la vidéo. Alors, si tu peux revenir sur l'image de la pluie, c'était juste là, voilà, c'était juste pour dire que cette énergie bleue qu'on pourrait récupérer au niveau des estuaires, en fait, c'est une source d'énergie renouvelable, mais au départ, c'est le soleil, hein, c'est le soleil qui alimente ce cycle. C'est grâce à l'énergie solaire qu'on va avoir de l'évaporation au niveau des océans. Et quand l'eau s'évapore des océans, c'est de l'eau douce. Hein, on sait bien que la pluie, c'est pas de l'eau salée.
c'est l'eau douce qui est extraite de l'océan. Donc, cette énergie qu'il faut apporter pour extraire l'eau douce, bah, c'est le soleil qui l'amène. Et puis, cette eau douce qui monte en altitude, ben, on sait récupérer une partie de son énergie. C'est l'énergie hydroélectrique, l'énergie de pesanteur, parce que l'eau est montée. Il y a une deuxième quantité d'énergie qui, pour l'instant, on a du mal à récupérer. C'est cette énergie de mélange dont je parlais tout à l'heure. Cette énergie de mélange associée au fait que l'eau douce a envie de se mélanger avec l'eau salée. Et donc, ce processus de mélange, il a lieu au niveau des estuaires. Je parlais de 300 mètres, de colonnes d'eau de 300 mètres. Et ben, finalement, on peut imaginer qu'au niveau des estuaires, énergétiquement, c'est comme si on avait des chutes d'eau de 300 mètres et qu'on ne valorise pas pour l'instant énergétiquement. Donc, voilà. Potentiel d'énergie renouvelable, non intermittente. Et ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'éolien et le solaire, c'est des sources d'énergie renouvelable qu'on développe beaucoup, qui ont un petit bémol, enfin un défaut plutôt, c'est le fait qu'elles soient intermittentes. Il n'y a pas du vent tout le temps. Le soleil a la fâcheuse tendance de s'éteindre la nuit, enfin du moins sous nos latitudes. Et là, il y a toujours de l'eau qui file vers l'océan, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc l'hydroélectricité, c'est une source assez assez utile parce on peut éventuellement remonter de l'eau en altitude, on le sait le faire, on peut la redescendre quand on a besoin d'énergie. Et l'énergie osmotique, ce serait quelque chose de complémentaire à l'énergie hydraulique. Voilà. Le potentiel, c'est ça. Après, tu disais que le potentiel était assez colossal. Potentiellement, si on arrivait vraiment à exploiter tous les fleuves finalement qui vont dans l'océan sur Terre. Voilà, parce que donc 300 mètres de colonne d'eau avec des débits assez conséquents, à l'échelle de la planète, c'est à peu près 1000 à 2000 réacteurs nucléaires. Grosso modo, c'est l'équivalent de notre consommation électrique mondiale. Donc ça, c'est si on récupérait, si on faisait passer tous les fleuves de la planète dans une usine. Évidemment, il faut surtout pas faire ça. Oui. Vous avez peut-être comme faire des gros barrages partout, en fait. Il y aurait plus tous les écosystèmes situés au niveau des estuaires disparaîtraient. Mais on peut peut-être quand même se permettre de prélever une petite quantité d'eau, 5%, 10%. On vient prélever de l'eau douce et on va la rejeter sous forme salée un peu plus loin. Donc, grosso modo, c'est pas faire disparaître de l'eau, polluer de l'eau. Hein. C'est juste qu'on orchestre le mélange entre eau douce et eau salée au travers d'un système dans une usine. Et puis, l'eau salée rejoint ensuite l'eau à demi-salinité. Le mélange entre eau douce et eau de mer se fait dans l'usine. Et puis ensuite, l'eau mélangée rejoint l'océan. Et donc, sur la photo que tu avais mise, là, d'annonce, on voyait justement. Attends, je vais la mettre. Hop. Il se passe pas, en fait, donc à la surface de l'eau, c'est assez beau. J'ai jamais vu ça en vrai, hein, mais il y a des photos qui traînent sur Internet. Donc là, ce qu'on voit, c'est une zone d'eau douce, je pense, à gauche et d'eau salée à droite. Et on voit qu'il se passe des phénomènes à grande échelle assez magiques. Hein. Il y a quasiment une frontière entre les deux. C'est des zones d'intense. Voilà. Et donc, en fait, jusqu'à loin dans l'océan, il y a tout un écosystème particulier, toute une faune qui vient se nourrir ici en lien avec les échanges entre eau douce et eau de mer qui se font à ces grandes échelles. Donc, évidemment, nous, quand on va venir orchestrer le mélange dans nos usines, cette zone-là, elle va être un petit peu diminuée puisqu'on le fait dans l'usine au lieu de le faire de manière naturelle. Donc, ça a quand même un petit impact au niveau des écosystèmes. Mais je dirais que par rapport à d'autres, voilà, ce serait probablement relativement modeste. Et comme on voyait dans ton PowerPoint aussi qu'il y avait, j'essaie de faire dans l'ordre du PowerPoint, après tu me diras si c'est vraiment dans l'ordre pour essayer d'expliquer déjà comment ça marcherait en fait finalement d'exploiter cette énergie. Ouais. Finalement je voyais que déjà il y avait cet article de 54, donc effectivement ça existe depuis longtemps comme idée. Donc on va devoir parler aussi, justement, on en parlera un petit peu après aussi de pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas réussi finalement à faire des vraies centrales osmotiques finalement, on pourrait dire. Ça c'était pourquoi celui-là de PowerPoint? Alors là c'était juste une photo d'une usine justement de dessalement. Donc là c'est vraiment une techno qui existe depuis justement les années 50. Patton là, que je mentionnais avant, c'était un gars qui bossait... Ça existe en fait, les premières usines aux États-Unis ont été développées en Californie dans les années 50 et donc
Au départ, on faisait évaporer de l'eau, puis dans les années 70, on a trouvé ce système de membrane, donc c'est ce que j'illustre ici. On injecte de l'eau de mer, et puis on appuie suffisamment pour forcer de l'eau douce à passer à travers les petits trous de la membrane. C'est le petit schéma que j'ai fait à gauche. Donc on a d'un côté de l'eau douce, et puis il y a une partie qui ressort qu'on appelle la saumure. Là, c'est de l'eau qui est plus salée que celle de départ. Et ça, c'est fait dans ces grandes usines. Vous voyez, donc là, il y a plein de tuyaux, et puis vous voyez des racks sur l'image, à gauche, à droite, des structures là sous forme de tubes. Et les membranes, elles sont enroulées dans ces tubes pour gagner de la place. Ah oui, d'accord. Voilà, donc il faut des quantités de membranes énormes, en fait, parce que c'est pas évident de faire passer l'eau dans les petits trous. Alors, je vais donner juste après une échelle de taille, juste pour vous montrer à quel point c'est colossal, cette histoire de dessalement d'eau de mer. Aujourd'hui, on dessale à l'échelle mondiale à peu près l'équivalent du débit du Rhône en permanence. Donc, on a à peu près 2000 mètres cubes par seconde qui sont dessalés. Et il y a un coût énergétique minimal à fournir pour dessaler de l'eau. En général, parce que les systèmes ne sont pas très performants en vrai énergétiquement, on doit amener à peu près 10 fois plus d'énergie que ce qui serait nécessaire pour faire ce dessalement. Donc, ça reste une opération très énergivore, et elle pourrait l'être nettement moins. Oui. Voilà. D'accord, donc là c'est un peu pour rappeler. Voilà, n'hésitez pas pour ceux qui ont des questions pour l'instant. Je ne sais pas si c'est des sujets que vous connaissez peut-être forcément bien ou pas, mais c'est vrai qu'on connaît plus le dessalement, mais du coup, voilà, le dessalement, ça exploite. On perd finalement 10 fois trop d'énergie par rapport à ce qu'il faudrait comparer. Donc là, en fait, ce serait l'inverse, finalement, ce serait gagner toute cette énergie qui est un peu... Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que comme on arrive, c'est difficile de récupérer cette énergie, parce que le processus inverse, on ne sait pas le faire de manière performante. Et si on arrivait à faire le processus inverse performante, alors ça voudrait dire qu'on serait au point pour récupérer l'énergie. Oui. Mais l'énergie qu'on doit mettre en plus, c'est précisément ce qu'on n'arrive pas bien à gérer. Et donc, le système n'est pas très performant au final. Alors, je pense que c'est important aussi d'avoir une idée Je parlais de petits trous. Des trous qui sont suffisamment petits pour arriver à ce que l'eau passe, mais que le sel, donc le sel... c'est grosso modo ce qu'on appelle des ions calcium et des ions sodium. C'est ce qui est dessiné avec des petites boules là sur le schéma. Oui. Il faut que les petits trous soient proches de la taille d'une molécule d'eau. Une molécule d'eau, c'est à peu près 3 angstroms. 3 angstroms, c'est à peu près un tiers de nanomètre. Alors, c'est quoi un nanomètre? Un nanomètre, c'est 1 millionième de millimètre. Donc, c'est 1 million de fois plus petit qu'un millimètre. Entre 1 nanomètre et 1 millimètre, on a à peu près le même rapport qu'entre le diamètre d'un cheveu et la longueur d'une piscine olympique. Donc, voilà. On imagine que la piscine olympique, ça représente la longueur d'une piscine olympique, c'est l'équivalent d'1 millimètre. Le petit trou d'un nanomètre, c'est l'équivalent d'un diamètre de cheveux. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petites des tailles. membranes vraiment fines, effectivement, là, pour... enfin, pas fines, mais les trous de membranes fines, ouais. Ouais, mais alors il faut aussi des membranes fines, parce que sinon, c'est... D'ailleurs, c'est le diamètre l'angstrom, ou c'est le... Est-ce que ça peut être des fentes, par exemple, sur la membrane? C'est comment ça serait Alors, oui, des fentes seraient envisageables, mais justement, c'est comment réaliser... oui, après, c'est une techno, et en fait, ce qu'on sait assez bien faire aujourd'hui, c'est des membranes polymères qui, naturellement, du fait de la structure moléculaire de la membrane, avec ces chaînes polymères, elles présentent naturellement des petits trous qui ont la bonne taille. Voilà. Donc, on ne vient pas forcément les fabriquer en venant percer des trous un à un, ce qui serait assez fastidieux, même s'il y a des techniques qui permettent de le faire aujourd'hui. Mais en fait, la structure moléculaire native présente donc une perméabilité des trous, des orifices qui sont de la bonne taille. D'accord. D'ailleurs, sur ce point, on avait Bobinette, qui est quelqu'un que tu connais peut-être d'ailleurs, mais je dirais pas forcément son nom, qui du coup nous parlait sur le fait que la nature fait de bonnes membranes. Il y a le projet Waterland d'un chercheur CNRS de l'Institut européen des membranes à Montpellier, qui cherche à faire des membranes biomimétiques pour le dessalement. Alors je sais pas si tu connaissais aussi
Mais justement, voilà, pour montrer qu'il y a un peu le dessalement et ce que toi tu es en train de faire avec l'énergie osmotique, c'est très lié. Et justement, finalement, c'est ça l'intérêt de se dire les deux sont complémentaires en un sens. Exactement, c'est complètement lié. Donc la recherche dans un domaine fait avancer l'autre et Et vice-versa. vice-versa. Au niveau des aspects biomimétiques, au niveau de la nature, on a des pores qu'on appelle les aquaporines. Donc c'est des petits trous qui sont dans les membranes des cellules et qui sont assez fascinants par leur capacité. Donc c'est des trous qui laissent passer spécifiquement les molécules d'eau et qui sont très très efficaces. Donc il y a eu pas mal de recherches pour développer des membranes biomimétiques. Il y a notamment, je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise, mais qui, je crois que ça s'appelle Aquaporine, justement, qui développe des membranes avec des aquaporines. D'accord. Des aquaporines. Voilà. Ramener parce que la nature, en fait, en vrai, voilà, ce processus de dessalement, c'est une forme de filtration. Et ça, la nature, elle sait très bien l'évolution a développé des systèmes ultra performants de filtration. On peut par exemple parler du rein humain. Je crois que j'ai une photo quelque part dans le PowerPoint. Sur PowerPoint. Ah ouais, bah, je t'en plein dessus, je crois. Hop. Voilà, donc le rein humain, en fait, le sang, votre sang passe en permanence dans vos reins. C'est à peu près 200 litres vous avez 6 litres de sang dans votre corps, mais il passe plusieurs fois par jour dans le rein. C'est à peu près 200 litres Désolé, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Il y a donc 200 litres qui passent dans vos reins et cette filtration, elle permet d'extraire en fait une petite quantité de liquide que vous rejetez régulièrement dans les toilettes, oui. Mais c'est minime par rapport aux 200 litres qui passent dans les reins. Et puis, pour le coup, là, on est très proche du coût minime énergétique. Donc, en fait, la nature sait le faire, cette filtration avec un coût minime. Et donc, ça prouve que c'est faisable, en tout cas. Maintenant, et là, c'est quoi l'échelle? Est-ce que c'est pas de l'angstrom, j'imagine, ça va être quand même plus grand? Pour le alors, j'ai mis l'image là ce qu'on voit en rouge, c'est un peu c'est des reins teintés. Donc, on voit qu'on a déjà une structure hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de petites branches qui vont permettre, on passe d'une grande échelle à une petite échelle avec des écoulements. Et à la fin, si on va finir avec, donc ça se passe dans ce qu'on appelle les néphrons. Et là, il y a des structures avec des nanos. J'ai parlé de l'aquaporine tout à l'heure, mais il y a d'autres canaux, ça s'appelle des canaux ioniques. Il y a tout un système optimisé pour à la fois faire la filtration, mais récupérer l'énergie quand il y a des possibilités avec différents types de petits canaux adaptés pour faire cette opération. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est optimisé, mais pas trivial. Je dirais qu'il y a des éléments de différentes natures qui sont combinés pour faire cette opération. Et je viens de retrouver la roue, c'est vrai que c'était juste après dans le PDF, voilà. La fameuse roue qu'on évoquait tout à l'heure pour dire finalement, pour ceux qui se posent la question de comment est-ce qu'on fait de l'énergie, c'était justement le fait que ça... En fait, de ce côté-là, voilà, avec l'eau salée, en fait, finalement, comme ça crée une colonne sous pression qui monte, ensuite, on peut s'en servir dans un moulin qui ensuite fait tourner finalement une turbine. Ça, c'est la première méthode, en tout cas, d'énergie osmotique. Voilà, donc ça, c'est une méthode. Et sur le dessin du dessus, au-dessus de la roue, c'est la même chose avec une idée un peu plus industrielle. Mais donc, on vient alimenter d'un côté en eau douce. Alors là, elle est symbolisée en vert. L'eau douce, et puis à gauche, on a l'eau salée avec les ions, on voit chlorure, c'est Cl- et Na+. L'eau douce est pompée spontanément du côté salé, donc ça fait de l'eau sous pression, et puis cette eau douce qui a été pressurisée, on vient la turbiner, et puis on fait l'électricité. Oui, d'accord. Et la première usine donc c'est ça un peu qui a lancé un peu l'effet de mode qu'on connaît aujourd'hui. Le regain d'intérêt pour cette techno, c'est ce prototype qui a été développé en Norvège dans les années 2010, Statkraft, où on voit exactement donc la turbine, ce que je viens de décrire, la turbine en premier plan, et puis en arrière-plan, il y a les tubes qu'on a vus un peu plus à grande échelle là, dans les systèmes de dessalement, mais c'est à peu près les mêmes membranes qui sont utilisées ici pour faire ce mélange orchestrer ce mélange entre eau douce et eau salée. D'accord. Alors donc, voilà. Pour finir sur cette première méthode-là, je me disais en fait la question c'est oui, donc là il y a eu un prototype, ça fait depuis des années qu'on en parle, donc qu'est-ce qui bloque vraiment finalement la technologie? Ouais. Donc
ce proto, il permet, donc ouais, ça c'est une très grande pièce, hein. J'ai pas exactement les dimensions, mais vous voyez, c'est quasiment un hangar. Ça produit à peu près, il y a 2000 mètres carrés de membrane dans ce proto. Donc 2000 mètres carrés, vous voyez, ça fait déjà une belle surface. Vous pouvez compter combien d'appart il faut pour avoir 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés de membrane, et ça produit à peu près 4 kW. Donc 4 kW, c'est l'équivalent d'un sèche-linge, par exemple. Et donc, vous sentez bien qu'on va avoir un problème, parce qu'avec une usine, on produit l'électricité équivalente à un sèche-linge. Il va falloir plusieurs une maison. Bon, voilà. Le problème, c'est le coût. En fait, les 2000 mètres carrés de membrane, ils ont un coût. Et tout simplement, le système n'est pas compétitif économiquement. Avec le coût actuel de l'énergie, et ben, ce que tu disais, tu m'as donné comme chiffre 5 watts par mètre carré, c'était à peu près ça la puissance actuelle. Voilà, pour que ça devienne viable avec le coût actuel des membranes, il faudrait dépasser 5 watts par mètre carré, mais c'est avec le coût actuel des membranes. Si on arrive à développer des membranes peu chères, et ben, on pourra se permettre de travailler avec des densités de puissance éventuellement plus faibles. Et même 5 watts par mètre carré, tu disais un panneau solaire, c'était plutôt 150 watts par mètre carré. Donc, ouais, c'est 150-200 watts par mètre carré. Mais encore une fois, c'est une histoire de coût. C'est qu'on sait, on sait développer les membranes pour ces systèmes-là à des coûts plus compétitifs que les panneaux silicium. Donc, fatalement, on peut se permettre d'avoir une puissance plus faible par mètre carré pour que ça reste viable économiquement. En tout cas, c'est le bon ordre financièrement. Pour que ça marche, eh ben, il faut que l'énergie osmotique soit à peu près au même coût pour 1 kWh produit que d'autres énergies comme le solaire qui ont le vent en poupe ou enfin, voilà, d'autres sources d'énergie. Et si on est 10 fois plus cher, bah, ça ne peut pas se développer. Il y a un blocage. Même si après, comme tu disais, il y a des avantages que le côté justement non intermittent, c'est un avantage par rapport au solaire ou l'éolien. Donc, le but, c'est pas forcément d'arriver à être aussi compétitif en termes de prix, on va dire, c'est peut-être au moins d'être dans un ordre de grandeur raisonnable, quoi. Dans le système économique actuel, qui est amené à beaucoup évoluer dans les dizaines d'années à venir, très probablement du fait de contraintes environnementales, les choses peuvent changer, mais actuellement, on est fixé par cette contrainte économique. D'accord. Voilà. Je te laisse peut-être. Alors déjà, s'il y a des questions, n'hésitez pas toujours. On peut toujours faire une petite pause pour répondre. Parce que là, la dernière remarque, c'était que 2000 mètres carrés, c'était un salon. Donc effectivement, un grand salon. Mais c'est plus. Ouais, même un grand salon. Un très grand salon. Ouais. Un salon de milliardaire, quoi. C'est ça. Il y avait cette slide là. Alors celle-là, je l'avais. Comme j'ai reçu les slides après qu'on ait discuté, effectivement, on n'a pas pu en rediscuter entre nous. Celle-là, c'était pour parler de quoi plutôt? Une autre forme d'énergie peut-être? C'est un slide qui illustre l'idée de départ. Donc, ce dont on a parlé jusque-là, c'est plutôt une idée qui a été émise dans les années 70 là, avec le moulin. Avec le moulin, oui. Mais en fait, l'idée de départ là, de Paddle de 1950, elle ressemble plus à l'idée d'une pile. Donc, c'est une pile parce que là, vous voyez, il y a une alternance, il y a une superposition de membranes, une membrane jaune, une membrane bleue, une membrane jaune, une membrane bleue. Puis on va faire ça un grand nombre de fois. C'est pour ça qu'on appelle ça plus un peu comme une pile. Et là, l'idée, c'est de produire directement l'électricité. Donc, ce qu'on vient faire, il y a cette alternance de membrane dont je viens de parler. Et puis, on fait aussi une alternance entre eau douce et eau salée. Donc, vous voyez. Clair, c'est douce et vert eau salée, j'imagine. Exactement. Et alors, pourquoi il y a deux couleurs de membrane? Deux couleurs de membrane parce que, en fait, au-delà de la. Donc, jusqu'ici, j'ai dit qu'il fallait des tout petits trous, mais il y a d'autres choses qui peuvent intervenir. Il peut y avoir une idée de charge électrique. Donc, on a parlé d'ions négatifs, c'est les ions chlorure, d'ions positifs, c'est les ions sodium. Donc, je les ai symbolisés ici par un plus, les sodium, un moins, les chlorures. Et puis, si vos membranes, elles sont elles-mêmes chargées électriquement, donc cette histoire d'électricité statique, hein, vous savez, par exemple, quand vous frottez, pour ceux qui ont des cheveux, une règle sur la tête, après, vous arrivez à capter des petits morceaux de papier ou autre. En fait, en vrai, à l'intérieur des membranes, il y a toujours des charges électriques. Ça, c'est lié à la structure de la membrane. Et on peut produire des membranes qui sont plutôt chargées négativement et positivement. Et ce qui fait que si on a une membrane, par exemple ici, la jaune,
elle est chargée négativement, bah, les plus vont pouvoir passer à travers, les sodiums vont pouvoir passer à travers cette membrane bleue, et les chlorures, eux, vont plutôt passer à travers la membrane bleue qui est spécifiquement chargée positivement. Et de cette façon, on va créer un courant de charge plus dans un sens, un courant de charge moins dans l'autre, et ça crée un courant électrique net, ce déplacement de... On dit que j'ai une pile sur la tête, pardon, ça me fait rire du coup. C'est vrai que les cheveux, voilà, c'est une sorte de pile naturelle. C'est ça. Et donc, ouais. C'est ce qu'on voit là avec la flèche rouge, donc le courant électrique, en tout cas, ouais. Voilà, donc on vient donc au départ, on a des ions qui bougent, et puis on vient collecter ce mouvement d'ion, on le transforme en un courant d'électrons. Alors pour ça, il faut ce que j'ai symbolisé en gris, il faut des électrodes. Donc ça, c'est pareil, il y a une transformation à faire. Et si vous voulez, l'électrode, elle joue un peu le rôle de la turbine mécanique que je présentais dans le cas précédent, le moulin, la turbine, qui fait la conversion, voilà, qui permet de récupérer l'énergie hydraulique, puis faire l'énergie mécanique, puis ensuite, il faut un alternateur pour faire de l'électricité. Bah, tout ça, dans la deuxième approche, se fait sous forme, on appelle ça c'est la version la plus classique. Enfin, c'est vrai qu'au finalement, que ce soit les nucléaires, l'hydraulique, même, enfin voilà, la centrale à charbon, c'est toujours faire tourner une turbine au final. Donc là, ça revient. Voilà, et l'éolien, c'est aussi une turbine. Voilà, c'est l'éolien aussi, ouais. Alors que là, par contre, là, on est sur vraiment une génération de courant un peu plus, comment on pourrait dire, native, enfin en tout cas plus naturelle. Mais c'est vrai qu'un courant comme ça qui se balade dans de l'eau, c'est pas comme ça qu'on va l'exploiter facilement. Donc, et donc, donc là, en orchestrant ces membranes comme ça de manière alternée, on arrive à produire ce courant électrique, mais encore faut-il avoir les bonnes électrodes pour arriver à convertir, à récupérer l'électricité. C'est un peu dans une pile, on a aussi des électrodes. Enfin, il y a des réactions électrochimiques un peu comme dans une batterie. Oui, d'accord. Et donc là, c'est ce qu'on voit comme prototype. Voilà, donc ça, c'est un proto aux Pays-Bas. C'est une entreprise qui s'appelle, j'ai mentionné Statkraft tout à l'heure, là, c'est Redstack qui a fait ça. Voilà, donc eux-mêmes, ils essayaient de produire de l'hydrogène avec ce système-là. Et en vrai, aujourd'hui, les deux approches donnent à peu près les mêmes résultats. Donc, en termes de performance. Donc, je dirais que pour l'instant, il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre. Ça reste difficile à mettre en place, et il y a une tentative qui existe aujourd'hui en France. Il y a une start-up française qui s'appelle Switch qui a relevé le défi. Donc, c'était un peu la slide que tu... Ah oui, celle d'après. Ouais. C'était la slide que tu montrais. Avec même une petite vidéo. Ah, je sais pas si je peux l'ouvrir. Ouais, je vais peut-être l'ouvrir à côté. Voilà, donc ça, c'est de la pub pour Switch. Oui, voilà, c'est ça. Petite pub pour montrer. Sur le Rhône, effectivement. Voilà, donc à l'intérieur de ces containers, il y a un certain nombre de briques élémentaires qui permettent de faire la conversion. Switch, ça fonctionne plus sur le principe RED, donc Reverse Electrodialysis, c'est celui dont je viens de parler juste avant, là, avec la pile. Avec la pile, oui. Voilà, électrodialyse inverse. Et comme précisé Bobinette, effectivement, c'est la start-up qui a repris les travaux de Lidéric Bocquet, que tu connais bien aussi, du coup. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, c'est pas exactement, enfin, c'est une start-up qui a été lancée à partir de, enfin, comment dire, Lidéric on reviendra peut-être sur ses travaux pour lancer Switch, mais en fait, en vrai, à l'intérieur de Switch, c'est pas exactement ce qu'a fait Lidéric. Néanmoins, ça a lancé la volonté de créer quelque chose de nouveau, enfin, de nouveau en termes de membrane. Et la spécificité, c'est une membrane qui est biosourcée. Ça, c'est intéressant parce que les membranes actuelles ne sont pas du tout biosourcées. Biosourcée, comment est-ce que tu définirais biosourcé, ça veut dire que c'est fabriqué à partir, donc là, c'est de la cellulose, hein, c'est à partir de quoi? Donc, c'est des matériaux naturels, d'origine naturelle, qui sont potentiellement biodégradables à un moment donné, mais en tout cas d'origine naturelle. Donc, ça ne repose. Il peut y avoir des processus chimiques, physico-chimiques pour obtenir la bonne structure de membrane, mais on part d'éléments naturels. Et ça, en termes de recyclabilité, c'est beaucoup mieux, hein, parce qu'il peut. C'est un vrai enjeu d'arriver à recycler
des éléments quand on commence à parler de milliers kilomètres ou même milliers de kilomètres carrés. Et donc, a priori biosourcé et peu cher, ce qui fait que les deux combinés rendent le processus potentiellement viable économiquement, tant et si bien que actuellement, il y a un test qui est en train de se mettre en place sur le voisinage du delta du Rhône. Il y a une écluse de terrain qui sur le. Ce qu'ils disent que les biosourcés, voilà. Là, la vidéo d'ailleurs est assez récente, hein, effectivement. Donc la com elle a été. Donc ça fait Bruno Motec qui a lancé la start-up en interaction. D'ailleurs, je vous mets le lien d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. S'il y en a qui veulent aller voir, s'abonner à la chaîne peut-être de Switch et suivre les progrès, peut-être le faire aussi. Donc là, vous aurez la présentation du. Donc cette fameuse membrane, elle s'appelle Inode. C'est le. Tout comme Coca-Cola, ils conservent leur savoir-faire. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as connaissance dans le monde d'autres startups peut-être qui se développent beaucoup? On a parlé un peu de Norvège, je ne sais pas si aux États-Unis ou même en Chine, est-ce que ça m'intéresse? Il y a Norvège, Pays-Bas, il y a un peu au Japon. Et aux États-Unis, il doit y avoir, mais là, Et puis, je pense qu'il y a quelques travaux aussi. En tout cas, il y a des recherches en Israël. D'accord. Voilà. Là, il mettait 15% de l'énergie, mais peut-être on est plus sur 10%. En vrai, tout dépend de la quantité d'eau, le pourcentage d'eau d'un fleuve qu'on est d'accord pour capturer. Dévier. C'est ça. Si on le fait à la version chinoise, on dévie tout. Oui, et si on fait à la version moins chinoise, éventuellement, on dévie moins. C'est ça. Mais c'est comme tu disais, voilà, on en parlait un peu en s'amusant un peu, même si c'est potentiellement, c'est vrai qu'un pays pourrait le faire, de vraiment complètement dire on s'en fiche de toute la biodiversité du fleuve et on fait tout passer et on se sert de ça pour avoir de l'énergie. Mais voilà. Après, même en faisant ça, on n'aurait même pas les moyens pour que ça marche bien, disons. Là, les limites techniques au niveau des membranes, c'est vraiment ça qui freine encore pas mal. Alors, non, je dirais pas ça. C'est qu'en fait, si on acceptait de payer le coût, ça pourrait marcher. C'est juste que l'énergie produite ne serait pas compétitive. Personne ne voudrait l'acheter. C'est tout. Y a pas mais voilà, oui, en fait, ça marche déjà pour faire de l'énergie, c'est vrai. Mais pas assez pour... Ça marche déjà, mais ça coûte trop cher. Et comme aujourd'hui, tout est indexé sur le coût financier et pas sur le coût environnemental ou énergétique, et le coût financier est un point crucial pour que ça puisse exister. D'accord. Et en termes de problèmes, donc, on peut aborder justement certains des problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes problèmes entre la première méthode, donc, qui était vraiment purement utiliser finalement le taux de concentration et la deuxième. Mais tu me disais justement que le problème, c'était maintenir la concentration. Parce qu'apparemment, si on pousse un peu de l'eau salée, par exemple, dans un coin, ou plutôt de l'eau... C'était plutôt l'eau douce, d'ailleurs, qu'on devait pousser. Ouais. Mais en tout cas, au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus assez, finalement, de salinité ou de non-salinité. Je ne sais plus dans quel ordre c'était. Ouais, c'est ça. Alors. Donc, ouais, il y a eu cette première tentative il y a 10 ans, à peu près, là, de StatCraft. Et puis, c'était pas ultra performant. Et... je fais une petite parenthèse. En fait, voilà, le truc traîne dans les cartons depuis les années 50. Il y a différentes communautés scientifiques qui se sont un peu emparées de ce problème-là, et notamment tout ce qui était le domaine de ce qu'on appelle la science des matériaux, des gens qui fabriquent des membranes, science des membranes. Et cette communauté scientifique, elle, justement, par rapport au dessalement, il fallait trouver des moyens d'avoir des membranes fines avec des petits trous. Voilà. Donc, c'était vraiment cette communauté scientifique qui s'est intéressée au problème au moment du dessalement. Et puis, bien plus longtemps en arrière, en fait, les gens qui ont commencé un peu à comprendre ce qui se passait à l'intérieur des membranes, c'est on appelle ça les électrophysiologistes, les gens qui s'intéressaient à ce qui se passe au niveau des membranes des cellules, comprendre les mécanismes cellulaires. Donc, il y a différentes communautés qui ont touché les mêmes phénomènes, mais avec des cultures scientifiques différentes. Et dans les années 2010, juste après 2010, justement, il y a, par rapport à cette histoire d'énergie osmotique, il y a des gens qui, en parallèle, essayaient de comprendre ce qui se passait au niveau des écoulements dans des tout petits canaux. Et donc,
au lieu de travailler avec des membranes, et donc des éléments assez grands avec plein de pores, à côté, il y a des gens qui, eux, travaillaient sur des nanopores uniques. Et donc là, je fais référence notamment aux travaux de l'équipe de l'IDERIC. Il y avait d'autres équipes qui travaillaient avec d'autres systèmes, mais ça a un peu lancé toute une série de recherches. Je ne sais pas si j'ai des images dans le PowerPoint, peut-être pour montrer en même temps. On va avoir une image avec un nanopore. Alors attends, ça c'est pas encore une nanopore. Voilà. Si, peut-être un peu, oui, quand même. Nanopore, voilà. Et donc là, ce que vous voyez, c'est donc sur la photo de gauche, là, il y a marqué 100 nanomètres. Donc, ils ont cette capacité assez fascinante de travailler avec des tubes qui font quelques dizaines de nanomètres de diamètre. Hein. Donc, imaginez encore ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le diamètre d'un cheveu, c'est l'équivalent d'échelle, nanomètre, à comparer à 1 millimètre qui est la longueur d'une piscine olympique. Donc, c'est quand même un rapport d'échelle assez énorme. Et là, eux, ils sont capables d'utiliser un nanotube. C'est du nitrure de bore. Enfin, on va imaginer un nanotube de carbone. Vous avez peut-être entendu parler de ce genre de choses. Qu'ils arrivent à insérer dans un élément étanche, et donc ils peuvent étudier ce qui se passe en termes de courant électrique qui passe uniquement dans ce tube. Et donc à l'échelle d'un seul tube, ils se sont rendus compte, donc c'est le schéma, la simulation numérique qui est juste à gauche, de l'autre côté, là, donc ils ont symbolisé en violet le tube, et puis ce qu'on voit en rouge, c'est les molécules d'eau qui passent. Et ils ont étudié à la fois avec des simulations numériques, avec des ordinateurs, et puis expérimentalement, c'est la petite photo que je commentais, et ils se sont rendus compte qu'à l'échelle d'un seul tube, avec ce tube particulier, ils arrivaient à récupérer des quantités d'énergie gigantesques. Et donc, ils se sont dit, c'est génial, si on prend ces tubes-là, puis qu'on arrive à en faire une forêt, on les met les uns à côté des autres, c'est bon, on a résolu le problème. Donc, il y a eu. Quand on dit énergie gigantesque, c'est à l'échelle du tube, j'imagine, par rapport en termes de rendement. Voilà, c'est ça. En fait, donc on parlait de watts par mètre carré, si on fait le calcul de watts rapporté à la section, donc on a un tube. J'ai vachement du mal avec l'effet miroir. On a un tube qui travaille avec la section du tube, et quand on divise la puissance qui passe à l'intérieur de ce petit tube par la section du petit tube, on arrive à des puissances qui sont de l'ordre du mégawatt par mètre carré. On est quasiment 1 million de fois plus élevé que ce qu'on mesure avec les membranes. Donc, il y a eu un engouement dans cette question. Et il y a d'autres équipes qui ont essayé de voir s'il y avait d'autres matériaux qui pouvaient être appropriés. Donc, c'était l'autre image qui était à côté. Hein, il n'y a pas eu que le... Il y a eu plusieurs tentatives avec des membranes qui étaient percées. Et puis, du coup, on a commencé à vouloir multiplier faire plein de petits trous les uns à côté des autres. Et là, on s'est rendu compte que ça marchait pas si bien que ça. Donc, c'est le transparent d'après. On s'est rendu compte qu'en fait, quand on commence à mettre des tubes à densifier la membrane, en mettre de plus en plus les uns à côté des autres, c'est pas simplement la puissance qu'on obtient, c'est pas simplement la multiplication de la puissance par tube fois le nombre de tubes. Quand on commence à mettre des tubes les uns à côté des autres, on voit la ligne pointillée, ce serait la puissance qu'on arriverait à obtenir si on rajoute de plus en plus de tubes par mètre carré. Et puis en vrai, plus on met des tubes les uns à côté des autres, moins on récupère de puissance. Oui. On a une sorte d'effet de rendement qui chute, entre guillemets, qui est de moins en moins bon quand on rajoute de plus en plus de tubes. Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est qu'à un moment donné, plus on met des tubes, plus les tubes se gênent un peu entre eux. C'est un peu comme pour ceux qui vont faire du ski, vous savez bien que quand il n'y a pas beaucoup de monde, ça passe très bien au télésiège, et puis quand il y a beaucoup de monde, ça coince un peu aux entournures, et donc il y a un blocage quelque part. Et donc, il y a un blocage quelque part, et ce blocage, il se fait en fait pas à l'intérieur de la membrane, pas au niveau des tubes, mais au niveau de part et d'autre de la membrane. Oui.
Et ce blocage, il est lié à ce qu'on appelle un problème de... Oui, c'est un problème de diffusion. En fait, on a du mal à... Les molécules d'eau qui arrivent, par exemple, du côté salé, ont tendance à occuper le terrain du côté salé. Donc, progressivement, au lieu d'avoir d'un côté de l'eau douce et de l'autre côté de l'eau salée, ben, on se retrouve progressivement à avoir de l'eau douce de part et d'autre. Et donc, ça stoppe naturellement l'effet de pompage. D'accord. Je profitais pour voir les... Il y avait une petite question justement assez en lien. Alors, la deuxième question, déjà d'abord, peut-être c'était à cause de la baisse de pression, mais du coup, là, tu as un peu répondu pourquoi ça marchait pas, en tout cas, cette baisse de rendement. Et il y avait une première, je vais la mettre en plus grand pour toi, tu la verras mieux. Voilà, normalement, tu vois mieux. Question de Lord Gibus qui demandait côté membrane. Donc, il vient d'arriver aussi, donc peut-être qu'il a un peu raté le début, mais ce sera bien aussi pour ceux qui suivaient depuis tout à l'heure. Côté membrane, on a la même chose dans les filtres purificateurs. On fabrique des céramiques à micropores, mais ça coûte très cher à produire pour le dessalement de l'eau de mer. À combien va revenir donc le kilowatt de cette techno? Donc ça, on en a un peu parlé tout à l'heure. Mais si tu veux répondre, si ça t'inspire autre chose. Alors, on va plutôt parler de kilowattheure parce que c'est le coût énergétique. Ce qu'on achète, c'est plutôt une énergie, 1 euro pour une certaine quantité d'énergie. Aujourd'hui, on est à quelques... le coût de l'énergie, ce qu'on paye, c'est typiquement quelques... Ça dépend des pays en vrai, donc, mais quelques dizaines de centimes le kilowattheure. Et donc, pour être viable économiquement, c'est ça le coût. Il faut être capable de produire 1 kilowattheure avec un coût qui est de cet ordre-là. Et le coût, il vient de quoi? Il vient du coût d'achat des membranes, mais en vrai, les membranes, au bout d'un moment, il faut les changer. Donc, il y a toute la maintenance associée au système. Voilà, c'est ça qui va définir le coût de fonctionnement ce qu'on appelle le CAPEX, c'est le coût à l'achat, et l'OPEX qui est Operational Cost, le coût de... Ah, j'ai un petit smiley qui passe. Oui, et ça, c'est pas grave. Ça, encore, je les laisse. Ça, c'était prévu que ça reste. Mais il y a d'autres trucs qui sont pas prévus, qui sont là. C'est pas normal. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu au niveau coût, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Oui, de ce qu'il faudrait alors. Je suis en train de me dire, leur tourne, et en fait, on n'a même pas parlé finalement de ce que toi tu fais en fait. Quelle est ta pierre finalement à cet édifice? Alors si tu peux remettre peut-être plutôt le PowerPoint, parce qu'il y avait l'article, il y avait celui-là déjà où il y avait cette image-là. Je sais pas j'ai mis un peu plus d'images, ça permettra d'aider. Donc, attends, je suis pas donc si tu vas à la slide d'après, juste après, donc là pour illustrer en fait, alors mon schéma il passe pas très bien à l'écran, mais en gros je t'interromps rapidement, on vient d'avoir un raid du coup de Science à la carte, donc je t'avais prévenu de ce que c'était les raids, on a Cyril qui découvre peut-être un peu. Donc merci à Science à la carte qui est une chaîne de vulgarisation du Québec justement, québécois, donc merci à lui, français parti au Québec d'ailleurs. Bienvenue à ceux qui débarquent. On est donc avec Cyril Picard qui est... on dit comment? Alors, maître de conférence du coup au laboratoire du LiFi. Et on parle donc de l'énergie de la mer, c'est comment obtenir de l'énergie à partir du mélange d'eau douce et d'eau salée. Donc ce sera peut-être un peu compliqué de rejoindre en cours de route, mais ce sera sur YouTube ensuite, donc n'hésitez pas, je mets le lien pour ceux qui voudront. Voilà, le lien normalement est apparu dans le chat. Ce sera en replay sans les problèmes du début. Merci beaucoup du coup à Science à la carte pour le raid. Et je vais faire un shout-out. Alors, du coup, on revient. Donc, on était en train de parler de ce que toi, tu développes pour la technologie. L'image, elle passe pas très bien, mais juste pour dire qu'à l'échelle d'un petit tube, on arrive en vrai. Bon, là, du coup, les couleurs sont pas très bien passées, mais en vrai, avec un petit tube, on arrive à bien maintenir l'écart de salinité eau douce d'un côté, eau salée de l'autre. Ça se mélange bien à l'extrémité du petit tube. Et quand on commence à mettre plein de tubes les uns à côté des autres, cette histoire de mélange se fait moins bien et l'eau douce a tendance à s'accumuler du côté salé et puis l'eau salée, elle se retrouve relayée à une distance plus loin et du coup, ça pompe moins efficacement. Et donc, c'est un vrai challenge d'arriver à maintenir la salinité. En fait, on peut se dire, il suffit de faire circuler et puis on arrivera bien à amener l'eau salée proche du petit trou. Sauf que quand on vient enrouler les membranes assez proches les unes des autres dans ces rouleaux, ça pompe beaucoup d'énergie d'aller faire circuler l'eau fort pour maintenir la salinité. Et en fait, en vrai, c'est là qu'est la limitation. Donc, ce qu'on fait au LiFi, c'est s'attaquer à ce problème.
Et il y a il y a deux voies qu'on explore. Il y a une première voie qui s'inspire un peu de cette idée de ramification que j'avais proposée, que j'avais évoquée avec l'histoire du Rhin. Donc, si tu veux, là, tu dois avoir une photo aussi Ah oui, là, il y a celle-là, voilà. pour illustrer ça. Là, on l'avait Voilà. vu tout à l'heure, le Rhin, là, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. On parlait de Ouais. ça, le côté ramifié, effectivement. Il n'y avait pas Voilà. avec l'oxygène aussi, je sais pas, parce qu'on parlait beaucoup le Rhin, mais je sais pas si dans Eh l'article ben, du si, CNRS, mais ça en parlait un fait, peu oxygène aussi, mais alors ouais, l'oxygène, j'en parlerai juste, après, ok. juste après, ouais. Donc, dans l'idée du Rhin, bah, c'est la même chose que l'idée de votre circulation sanguine dans votre corps. Vous avez des structures de vaisseaux de différentes tailles, des artères, et puis des vaisseaux de plus en plus petite taille pour alimenter vos organes. Et il y a vraiment un côté justement mécanique, ce qu'on appelle la mécanique des fluides, la science des écoulements. Il faut arriver à apporter les ions salins au plus proche des petits trous pour que ça fonctionne bien. Et si on vient avec des tuyaux énormes, comme là, ce qu'on a vu sur la photo, puis qu'on met directement la membrane d'un côté, on sent bien que ça va un peu, coincer. Donc, l'idée qu'on propose, c'est d'utiliser les techniques de la microélectronique pour arriver à façonner une structure de canaux de plus en plus petite et astucieusement agencée de façon à arriver à alimenter efficacement une zone qui produit de l'énergie. Donc, on passe de canaux de taille macroscopique et puis on a une structure une structure avec différentes échelles, un peu comme une structure fractale. Et puis, on arrive comme ça à amener le fluide efficacement jusqu'au nanocanal qui va faire la conversion d'énergie. Donc, ça, c'est une première stratégie. Et puis, il y a une autre qu'on voit, c'est ça, j'imagine qu'on voit là en résumé. Ouais, alors c'est ça. Ce qui doit être assez infâme pour toute personne non scientifique et même pour moi qui fais des sciences. Voilà, c'est juste, voilà, c'est des jolies couleurs, mais voilà, oui, c'est élégant, empêche. Il faut avouer. Je vais pas rentrer trop dans le. En fait, là, ce que j'ai voulu schématiser, ce qu'on a voulu schématiser. Alors, j'ai pris justement là, vous voyez les noms des personnes. Je suis pas du tout seul à faire ça, donc. À chaque fois, j'ai essayé de mettre sur les images le nom des personnes qui. C'est vrai, c'est toujours important de rappeler que la science, c'est pas tout seul, de toute façon. Oui, parce que souvent, il y a une personne qui parle, mais en fait, il y a beaucoup de travail de beaucoup de monde. On se doute, parce que pour comprendre tout ça tout seul et faire tout seul, c'est pas le plus simple. Donc moi, je me contente juste là aujourd'hui de parler, mais il y a beaucoup de monde derrière, ça prend du temps. Donc quelqu'un qui dit normal que je comprends rien. Là, j'avoue, sur celui-là de plan, c'est normal. Là... celui-là, c'est normal. Voilà, là c'est juste pour gagner du temps, mais en fait, l'image suggère cette capacité de travailler avec des canaux structurés dans différents plans, différentes directions, de façon à faire cette connexion entre des canaux de grande taille et des canaux de petite taille. Donc là, je vais me permettre quand même de commenter, mais donc là, sur l'image, on voit qu'il y a des canaux bleu foncé, des canaux bleu clair. Du côté bleu foncé, on va imaginer qu'on a plutôt de l'eau salée. Du côté bleu clair, c'est de l'eau douce. Et puis, entre les deux, il y a un petit mur là qu'on voit. Voilà. Et donc, en fait, le nanocanal, sur le dessin du milieu, il va se trouver entre les deux canaux. D'accord. Voilà. Et donc, l'énergie, on va avoir un courant d'ion qui va se faire de la gauche vers la droite entre le canal très salé et le canal peu salé. Et le problème, ça va être d'alimenter ces canaux bleu foncé et bleu clair efficacement en liquide. Alors, pour faire ça, on va utiliser des canaux qui sont là perpendiculaires à l'écran. Donc là, vous voyez, il y a des ronds et des croix. Et donc, il faut imaginer que ces ronds et ces croix, ça va être des canaux perpendiculaires qui vont permettre, quand il y a des ronds, c'est d'apporter du liquide, quand il y a des croix, de prélever le liquide. Ils sont dans l'autre sens alors. Ils sont verticaux par rapport, on va dire un peu. Enfin, horizontaux, je sais pas, on s'y perd un peu, mais oui. Mais voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire recirculer le liquide, si vous voulez, pour pouvoir efficacement
pour avoir une circulation efficace et maintenir cette différence de concentration qui est cruciale. Et rond et croix, parce qu'ils ne sont pas dans le même sens, du coup? Ils sont à l'inverse? Voilà, c'est il faut, pour qu'on puisse efficacement mélanger et maintenir la salinité ou l'eau pure de l'autre côté, il faut qu'il y ait à la fois des endroits où on va pouvoir injecter, puis dans des endroits où on va pouvoir prélever le liquide. Et le gros problème en fait des membranes, c'est qu'elles ne font pas ça. Là, on parle de distances qui sont de l'ordre de quelques dizaines, centaines de microns entre les zones d'injection et de prélèvement, alors que les membranes, elles travaillent sur des échelles de l'ordre du mètre. Et donc, fatalement, on n'arrive pas à avoir la même efficacité. C'est vrai que je fais un mini rappel pour ceux qui débarquent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver. C'est vrai que c'est un peu, on se prend ça un peu dans la tête, mais c'est vrai que là on parle juste finalement d'eau douce et d'eau salée, et d'utiliser le mélange d'eau douce et d'eau salée et des ions justement qui sont essayer finalement de faire passer des électrons dans un sens et créer un courant électrique. C'est ça vraiment le nord de la guerre, on va dire. Mais comme on disait tout à l'heure, ça c'est plutôt parce que ça marche pas de le faire avec les méthodes juste classiques, de juste faire des membranes et des petits trous finalement. Là c'est ça, si je résume, c'est un peu ça. Si on... Après, tu me dis si je me trompe complètement ou depuis tout à l'heure j'avais du mal. Disons que voilà, les membranes, elles ont leurs limites. On peut faire des membranes de plus en plus performantes. À un moment donné, on se trouve, c'est plus la membrane qui devient l'élément bloquant. C'est plutôt d'arriver à maintenir l'eau bien salée d'un côté et puis l'eau pure de l'autre. Voilà. Alors pourquoi ça, là c'était pour montrer que ce serait des membranes justement qui seraient un peu superposées? Alors là c'était juste pour suggérer que ce travail de structuration avec des micro-canaux qui vont alimenter des nano-canaux, on envisage de le faire avec une possibilité, c'est d'utiliser les techniques de la microélectronique qui est essentiellement dédiée à la production de puces pour l'informatique, mais en fait, ces techniques, on peut les employer pour graver des canaux et donc justement à arriver à petite échelle à faire des circuits fluides qui vont permettre d'alimenter les canaux, les nanocanaux qui font la conversion d'énergie. Donc, toute cette architecture hiérarchique entre des canaux relativement gros et de plus en plus petites se ferait sur des wafers. C'est pour ça que j'avais mis cette... D'accord. Bon, ça c'était la partie la plus complexe, mais c'est celle sur laquelle tu travailles, donc on est obligé de toute façon d'en parler, et c'est ça le plus fascinant, je trouve, actuellement. Maintenant, voilà, du coup, les résultats, on verra quand. Là, l'article, c'était quand, celui-là, d'ailleurs? Alors, celui-là, on l'a publié l'année dernière. C'était l'année dernière, ouais. Donc là, peut-être que je ne sais pas si vous travaillez sur la suite dans l'équipe. Là, donc oui, donc c'était un travail plutôt théorique qu'on a publié. En ce moment, on a une thèse qui se poursuit de manière expérimentale. Justement, on essaye de faire ça en vrai maintenant. Oui, d'accord. On vérifie si ce qu'on a calculé est valable. En espérant qu'il n'y ait pas une autre mauvaise surprise, parce que finalement c'était un peu une mauvaise surprise qu'il y avait eu la première fois avec pas pour toi dans ton équipe, mais dans le secteur en tout cas, de voir que finalement quand on faisait la pratique, il y avait un peu une stagnation. Voilà, il y avait un effet de saturation, donc maintenant c'est comment combattre cet effet de saturation. Et nous, justement, on a montré que si on fait... on structure bien les canaux d'alimentation, on peut probablement gagner un facteur 10 à 100 par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc ça, c'est pas négligeable parce que on passe de quelques watts à plutôt quelques dizaines de watts par mètre carré. Et là, tout de suite, ça devient intéressant économiquement. Alors du coup, il y avait une question Écureuil, bonjour Écureuil, qui est arrivé aussi tout à l'heure. Je la mets juste en avant, c'est pour rappel aussi, qui disait cela pourrait marcher plus tard à grande échelle, électricité pour un village par exemple, ou une petite ville. Donc justement, pour rappeler, pour ceux qui débarquaient, que le potentiel... Il est assez grand. Mais, oui. Bah, là, la petite ville en question dont Switch parle, c'est Marseille. Je ne sais pas si on considère ça comme une petite ville, mais Switch envisionne de pouvoir produire l'équivalent de la consommation de la ville de Marseille dans les années 30, dans les années 2030. Donc, c'est dans pas longtemps. Donc, si ça marche... En tout cas, c'est leur ambition. Mais, ouais, c'est leur ambition, mais je dirais que si ça marche, ça peut être... assez conséquent assez rapidement. À partir du Rhône aussi. Ouais, à partir de delta du Rhône, là, sur les quelques pourcents, 10% qu'on prélèverait au Rhône, voilà, on pourrait... La photo tout à l'heure, voilà celle-là. Ça, c'est le site de Switch actuel, c'est ça?
celui où ils sont en train de tester. Donc là, pour l'instant, ça c'est un proto. Évidemment, si on voulait faire c'est sur le canal du Rhône, si on voulait faire l'électricité pour l'équivalent de la conso de la ville de Marseille, bah, il faudrait quelque chose d'un peu plus conséquent. Oui. Mais ça peut être voilà. Après, en France, on n'est pas forcément les mieux placés. On n'a pas des grands fleuves, mais ah oui, par je pensais contre, qu'en France, on était plutôt, enfin, justement, on a beaucoup de grands fleuves quand même. ouais, mais par rapport, par exemple, à l'Amérique du Sud ou l'Asie, Oui. c'est voilà, C'est il y a mieux des d'avoir fleuves des très larges. Plus c'est large, mieux c'est plus finalement. plus il y a des débits importants, plus on va pouvoir dévier une quantité importante d'eau sans entraver trop le reste de l'écoulement, quoi. Et donc là, oui, projet français, hein, effectivement, comme dit Curie. Ouais. Lord Gibus nous disait un truc, je vais le lire en même temps, je vais le mettre en grand, on verra un peu mieux. On le fait déjà, mais pas pour récup de l'énergie, mais pour fabriquer de l'eau dessalée dans les pays sans eau, mais proches de la mer. Voilà. Pour rappeler qu'effectivement, de toute façon, même, j'ai envie de dire, même si ça marchait pas finalement, le projet, en tout cas osmotique pour l'énergie, dans tous les cas, ça aiderait pour le dessalement. Il dit les feeds sont trop chers, etc. Alors, justement, l'idée, c'est précisément ça, c'est que si on arrive à avoir une techno qui marche bien, on pourrait réduire vachement le coût énergétique de dessalement, justement, puisque à la fin, quand on fabrique de l'eau douce, on produit à côté de l'eau très salée qu'on pourrait valoriser énergétiquement. Enfin voilà, il y a des histoires de compensation qui sont possibles, mais effectivement, c'est important de pointer du doigt que d'un côté, on va essayer de dessaler de l'eau. C'est toujours la difficulté entre avoir de l'énergie et puis avoir ce qu'il faut pour vivre. Donc d'un côté, on va essayer de produire de l'eau douce, mais on veut aussi de l'électricité. Donc voilà, c'est des choix de société aussi. Bon, on dévie un peu, mais oui, il y a des enjeux sociétaux majeurs. Bon, il va être quasiment. Tu m'avais dit que tu avais jusqu'à 18h, donc je sais pas si on peut beaucoup continuer. Ouais, mais... non, je vais déborder un petit peu. Un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé, finalement, tout le côté environnemental aussi. Donc on peut aborder ça. Donc c'est toujours dans cette velléité de maintenir l'écart de concentration. Il y a une autre idée là que je propose qui est de travailler sur une approche vraiment complètement différente, pas du tout dans l'idée des membranes. Et cette approche, elle s'inspire d'une techno qui est employée, par exemple, pour faire de l'hydrogène pur, donc de l'oxygène pur. C'était une techno qui a été mise en œuvre pendant le Covid, là, quand les hôpitaux avaient besoin d'oxygène. Et pour ça, on va utiliser des petites particules qui ont des petits trous. Et puis, donc, il y a un procédé. Donc, c'est des petites particules comme ça. Alors là, on a l'image d'une particule, mais il faut imaginer que si on était capable de zoomer, on verrait les petits trous à l'intérieur de chaque petit cube qui représente une particule. Donc, c'est pourquoi ça fait des petits cubes, précisément parce que c'est des structures cristallines comme des cristaux qui font des petits trous. Et donc, la techno pour l'oxygène, je sais plus. Ah oui, si tu reviens sur le slide, peut-être qu'il y a. Sur le slide. Je fais vidéo sur celui-là. C'est vers la fin, peut-être. Ouais, c'est ça, voilà. Celle-là, oui. Donc la techno pour l'oxygène, donc là on imagine qu'est schématisée dans le cercle une particule. C'est dans ce procédé, par exemple, on va amener de l'air qui comporte beaucoup d'azote et un peu d'oxygène, et puis les particules, elles ont cette capacité d'extraire uniquement l'oxygène. L'oxygène a une affinité particulière pour ce matériau, donc pouf, les particules aspirent l'oxygène. Donc ça va être une étape 1. Et puis, dans une deuxième étape, on va venir faire circuler, on va mettre plutôt un flux d'air un flux d'oxygène à basse pression. Donc là, il y a plus d'azote. On va essayer de produire de l'oxygène. Ce flux d'oxygène à basse pression, comme il est à pression faible, l'oxygène va spontanément ressortir des particules et puis alimenter ce flux en oxygène. Donc, une fois que les particules se sont vidées, qu'on a récupéré l'oxygène, on repasse avec de l'air, on récupère l'oxygène de l'air, et ainsi de suite. Donc, il y a un phénomène cyclique avec ces particules. Et du coup, moi, j'essaye de combiner cette idée-là avec l'idée qu'on a... Là, on n'est pas du tout en rapport avec
justement Voilà. l'osmose de base, en tout cas, oui. Voilà, donc là, c'est Là, c'est plutôt cumuler des les deux. phénomènes d'osmose. En fait, c'est quand même de l'osmose, mais à l'échelle C'est vrai. pour C'est pas eau salée, eau douce, en tout cas, voilà. Là, voilà, c'est pas eau salée, eau douce. Là, c'est avec du gaz, avec Ouais, ouais. et du coup, bah, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de combiner cette idée-là de particules qui vont récupérer que certaines molécules avec l'idée du moulin qu'on a vu tout au début, avec l'idée du processus de pressurisation. Voilà, donc là, dans cette idée-là, on a une membrane et puis l'eau douce est spontanément pompée du côté salé. Truc qui remonte là, Et voilà. on a l'eau qui se trouve sous pression. Du côté de l'eau salée, l'eau est sous pression. Là, à droite, eau salée, du coup, et à gauche, eau douce. Hein, je fais la traduction. Exactement. Mais oui, ok. Donc là, en cumulant les deux, d'accord. Mais donc là, en Donc cumulant les deux, ce serait à quel niveau? alors voilà, donc bah ça, donc on va essayer de faire quelque chose d'analogue, mais avec des particules. Donc ça, c'est si tu reviens sur de l'autre côté. Voilà, donc là, l'idée est la suivante. Par exemple, c'est ce que j'ai schématisé en haut. On va imaginer qu'on a des particules et ces particules, elles comportent des petits trous et les trous sont suffisamment petits pour que si on a de l'eau salée autour des particules, eh ben, il n'y a que l'eau qui va pouvoir rentrer dans les particules. Donc là, au lieu de séparer, faire la séparation entre eau douce et ce que j'essaye de pointer du doigt, c'est que dans toute cette histoire, à un moment donné, il y a des histoires de mélange et de séparation, donc qu'on fasse du dessalement ou de l'énergie. À chaque fois, c'est l'idée de pouvoir à un moment donné séparer de l'eau salée et de l'eau douce. Et donc là, ce qu'on est capable de faire, c'est de séparer l'eau douce, non pas à travers la membrane, mais vers l'intérieur des particules. Donc là, quand on appuie, on est capable de faire rentrer l'eau dans les particules. Et donc, on peut imaginer dans l'idée d'un processus de dessalement qu'on a d'abord une étape 1 où il y a de l'eau salée autour des particules. On fait rentrer l'eau dans les particules. Et si maintenant on met de l'eau pure autour des particules et que par magie l'eau ressortait des particules, bah, on récupérerait cette eau-là. Et c'est ça qu'on fait. Et donc l'idée, pour récupérer l'eau, on dit bah, ok, mais l'eau elle est rentrée dans les particules, comment on fait pour la récupérer? Et ben, donc on combine deux effets. D'une part, les petits trous, il n'y a que l'eau qui peut rentrer. Et d'autre part, ces particules, elles ont une particularité. On dit qu'elles sont hydrophobes. En fait, elles n'aiment pas l'eau. Elles n'aiment pas l'eau, elles sont hydrophobes, ce qui fait que pour faire rentrer l'eau, il faut pressuriser le liquide, il faut le mettre sous pression. Quand on fait ça, on arrive à faire rentrer l'eau dans les particules. Par contre, quand on relâche la pression, l'eau ressort spontanément. Et donc, on peut récupérer l'eau. Les particules, elles se comportent un peu comme des anti-éponges. Quand on relâche la pression, c'est comme si votre éponge, paf, elle expulsait l'eau à chaque fois qu'on la remplit en eau. Voilà. Et donc, l'idée, là, c'est de faire exactement le processus inverse. Dans l'idée du dessalement, vous avez compris qu'en alternant eau douce, eau salée, et puis phénomène de remplissage et vidange des particules, on peut extraire de l'eau. Bah, si on fait le processus exactement dans l'autre sens, on va pouvoir récupérer de l'énergie. Alors, comment ça se fait? Eh ben, si je reviens sur le processus de dessalement que je viens de décrire, en vrai, il faut appuyer, si on veut faire rentrer l'eau dans les particules, il faut appuyer fort. Et par contre, l'eau va ressortir à une pression plus faible si autour des particules, il y a de l'eau douce, parce qu'en fait, au départ, l'eau, elle n'a pas spécialement envie de sortir de l'eau salée. Toujours ce problème d'osmose dont je parlais au début. Et donc, quand on fait le processus inverse, donc c'est un peu ce que j'ai schématisé sur le petit schéma. Si on essaye de faire, donc là sur le schéma, bon, c'est un peu technique là, mais ce que j'ai représenté sur ce schéma, c'est la pression et puis le plutôt volume, on dirait. Voilà, donc quand on appuie, quand on fait diminuer le volume, on va rentrer à une certaine pression. Et en bleu, bah, en fait, si autour des particules, on a de l'eau douce. Là, c'est ce qu'on voit en bleu, du coup. C'est la phase où on appuie, du coup, hop, le volume diminue et la pression augmente. Et après, ça ressort. Et donc, entre le moment où on fait rentrer l'eau et le moment où on va faire ressortir l'eau, on va changer la nature du liquide autour des particules. Et comme au départ, on fait rentrer l'eau
avec de l'eau douce autour des particules, on rentre plutôt à basse pression. Et quand on vient mettre de l'eau salée autour des particules et qu'ensuite on relâche le système, et ben l'eau va spontanément sortir, mais à une pression plus élevée que ce qu'elle n'est rentrée. Voilà. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et c'est il y a une petite animation, mais je ne sais pas si ça va marcher, qui est sur le slide suivant, qui décrit ce moteur. Voilà, donc là, on vient rentrer. C'est un petit moteur, oui. Ça fait un petit peu. Voilà, c'est un petit moteur. Ensuite, on vient changer la nature du liquide autour des particules. On relâche le système et puis l'eau ressort. D'abord, on compresse. Effectivement, on voit d'abord compression. Voilà. Ce qu'on voyait. Du coup, l'eau rentre dans les boules. Dans les particules. Ensuite, on vient, en laissant le système comprimer, changer la nature du liquide autour des particules. D'accord. Et puis ensuite, comme on a de l'eau salée autour des particules, l'eau douce qui est contenue à l'intérieur des particules, elle n'a qu'une envie, déjà assez hydrophobe, elle veut ressortir, mais surtout, elle a envie de se mélanger avec l'eau salée. Et donc, comme elle a beaucoup envie de se mélanger avec l'eau salée, elle va ressortir avec une pression plus élevée. Pardon, ça a coupé. Je vais remettre avec elle ça va directement. Elle va ressortir avec une pression plus élevée qu'elle n'est rentrée. Oui. Et donc, en fait, c'est vraiment l'idée d'un moteur, mais ce n'est pas le moteur qu'on a dans notre boîte. C'est un moteur avec de l'eau douce et de l'eau salée. C'est un moteur 4 temps, effectivement, c'est ça. Donc, ça, c'est un schéma, c'est une idée. On a un certain nombre de résultats expérimentaux qui nous disent que ça peut marcher. Mais pour l'instant, on est dans une phase de développement expérimental pour vraiment faire la preuve de concept. Oui. Et l'intérêt par rapport aux membranes, c'est que ça tient très bien. Il n'y a pas d'explosion déjà, donc ça c'est bien. Mais bref, oui. Déjà, il n'y a pas d'explosion. C'est ça. Mais par rapport aux membranes, ça tient très bien à la pression parce qu'on vient solliciter, chaque particule est entourée avec une pression uniforme, donc il n'y a pas besoin d'avoir une structure qui tient les particules, alors que dans les membranes, souvent, il faut, en plus de la membrane qui filtre, toute une structure pour que ça tienne à la pression. Et puis, par rapport aux membranes, comme c'est des toutes petites particules, on a naturellement une très, très grande surface d'échange. Et donc, toute cette problématique de surface d'échange des membranes, là, a priori, on l'a naturellement. On a une très grande surface d'échange pour une faible quantité de matériaux. Et le dernier point, c'est que justement, comme on a une grande surface d'échange, a priori, on ne devrait pas avoir ce problème d'effet de concentration que j'évoquais. Donc, c'est surtout ça le point crucial, en fait. C'est que il faut beaucoup de particules devrait, pour faire. Parce que ça, les particules, est-ce qu'elles sont complexes à produire? J'ai envie de dire. Alors, justement, là, il y a un matériau assez intéressant qui existe avec une synthèse qui n'est pas trop compliquée. Néanmoins, comme l'idée, pour l'instant, elle n'a pas fait ses preuves, on travaille avec un unique matériau, mais si ça s'avère pertinent, je pense que ça pourra drainer le développement de matériaux avec des propriétés adaptées qui pourraient compléter ce qu'on a sous la main. Voilà. Bon, ça a intéressé, je vois en tout cas. Flagada qui vient d'arriver qui disait c'est une sorte de Stirling chimique. Je me souviens plus que c'est le moteur Stirling, mais oui, c'est un peu ça, du coup, l'idée. Oui, c'est ça, c'est une sorte de Stirling chimique. Je vois qu'il y en a qui suivent. Voilà, il y en a qui s'y connaissent. Et il y avait aussi une remarque de Lord Gibus. Je pense à une chose, on a le même principe avec les piles à combustible, l'échange d'ions à travers la membrane. Peut-être se rapprocher d'eux. Oui, alors c'est exactement. Pour les piles à combustible. Alors, dans les piles à combustible, en fait, dans les piles, de manière générale, il y a deux effets qui se combinent. Il y a un effet lié à ce qui se passe de part et d'autre de la membrane, et puis il y a des effets électrochimiques au niveau des électrodes. Dans la pile à combustible, l'énergie provient essentiellement des réactions électrochimiques au niveau des électrodes, alors que dans l'idée là de système osmotique, c'est au niveau de la membrane que se fait le gain d'énergie. Voilà. Donc c'est complètement la même philosophie, le même principe, mais d'un côté, c'est au niveau des électrodes que se fait l'énergie, de l'autre, c'est au niveau de la membrane. Voilà. D'accord. Et en l'occurrence, les membranes des piles à combustible, elles peuvent être employées pour ces systèmes-là. Le Nafion, qui est la membrane, c'est ce qui est au cœur des piles à combustible. Et ça marche aussi.
Je pour connais ses pas habitants. trop les piles à combustible, j'ai jamais vraiment vu Eh comment ça ben, tu marchait. inviteras quelqu'un qui est spécialiste Oui, voilà, de c'est ça. combustible. Peut-être pour une On a prochaine. parlé d'hydrogène blanc il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Ah, ça fait un petit bout de temps maintenant que l'hydrogène blanc. Je fais toutes les couleurs là, je sais pas, la prochaine fois il me faut un truc orange ou un truc. Là, l'énergie bleue. Même si, qu'est-ce que tu penses du terme énergie bleue? Je sais pas, Est-ce on que aime bien c'est. les couleurs. Bah, énergie bleue parce que bah, c'est l'eau, quoi, hein, donc c'est pour Oui. ça bleu. Mais oui, d'ailleurs, tu le disais au début, y a pas que. Donc là, on a surtout parlé d'eau douce et d'eau de mer, mais en Hmm. vrai, dès lors qu'on a un écart de salinité Oui, voilà. ou même de température, on peut faire cette récupération d'énergie. Donc, tous les effluents qui sont émis dans la nature avec des concentrations qui sont différentes de l'eau douce, et ben, c'est des sources potentielles Oui. On disait d'énergie. Il c'était y a même énergie par gradient salin, on disait aussi. voilà, gradient On peut dire salin, comme ça. différence de salinité. Bon, il y a plein de, il y a plein de gisements qui pourraient être exploités. Ouais. On Ouais. disait l'osmotique, c'est de la magie noire pour moi. Splagada qui vient du milieu des semi-conducteurs, donc c'est pour ça qu'ils connaissent un peu. Écureuil dit Et ben, éviter l'agent orange, c'est sûr que c'est autre chose. mais en vrai, ouais, il y a pas mal de similarités, justement parce qu'il y a des charges électriques avec tout ce qui a trait dans les semi-conducteurs, hein. Il y a des choses semblables. Oui. Et du coup, je me disais, comme là, on a atteint 18h08, je sais pas si tu voulais peut-être conclure pour parler peut-être un peu de. Alors, il y a eu plusieurs choses qui t'intéressaient, je me souviens quand on avait discuté, soit un petit peu plus rappeler que c'est pas non plus la panacée en termes environnementaux, c'est pas ça qui suffira. Ou alors parler du laboratoire du LiFi ou les deux. Je te laisse choisir. Je te laisse choisir en fonction du temps qui te reste Ouais, aussi non, parce mais que je je veux veux pas te. bien. Voilà. Oui, bah, moi, je suis un scientifique, donc scientifique, et puis j'essaye de faire en sorte que ce que ma recherche à caractère fondamental puisse aussi Du laboratoire avoir du un LiFi. intérêt sociétal, mais faut bien comprendre que l'idée de départ de cette énergie bleue, elle remonte aux années 50. On est en 2020, hein, on est quasiment voilà, c'était il y a 70, quasiment 80 ans. Bon, Hmm. les choses prennent énormément de temps et face à nous, on a un mur, hein. Il y a plein de problèmes combinés, chute de la biodiversité, combinée à des problèmes climatiques et la technologie, les nouvelles technologies ne peuvent pas se développer suffisamment rapidement. Enfin, voilà, ça va pas être, Même ça va pas si, être même si on alimente Marseille en 2030, ce sera pas non voilà, plus donc significatif. ça peut contribuer à amoindrir le choc, mais ça peut pas résoudre. Donc, la sobriété est certainement un truc crucial. Et il y a plein mal de choses à inventer, plus en lien avec refonte des sociétés, sciences sociales. Enfin voilà, faut Oui, pas voilà. mal discuter, oser des changements de monde. Quand on est passé à la Révolution française d'un monde à trois ordres à un monde différent, bah, ça a été une vraie rupture et c'est ce genre de rupture dont on a besoin aujourd'hui. Oui, ce qui va être le plus compliqué à mettre, effectivement. Donc oui, Splagada disait qu'il avait raté le début, mais voilà, ce sera en replay sur YouTube. Hein. D'ailleurs, je vous renvoie encore sur YouTube, pour ceux qui veulent. Le mot bleu, ça date aussi. Alors, il y avait une petite question d'ailleurs de VIP Erga qui vient d'arriver, je n'avais jamais vu. Question qui demandait est-ce que de l'urine ça marcherait, mais bon, j'ai envie de dire, il faudrait beaucoup. Est-ce qu'il y a une différence de concentration ou de salinité, mais je sais pas si ça serait vraiment. A priori, oui, on peut imaginer Voilà, mélange urée, eau douce, enfin, tout type de mélange fonctionne a priori. Donc, mais après, voilà, il n'y a pas le débit du Rhône. Il n'y a pas tout à fait. Volume, Encore que quand on sort des stations d'épuration, il y a des débits peut-être qui peuvent être énormes. Les stations d'épuration, par exemple, la ville de Paris, c'est des flux gigantesques. C'est vrai. Donc, dans ces systèmes-là, potentiellement, ça peut être un moyen de récupérer une partie de l'énergie. Ouais. Aujourd'hui, on fait du biogaz à partir des stations d'épuration. On peut envisager d'autres sources énergétiques. Donc, potentiellement, comme quoi, ce serait possible. Ouais. Ouais. Le piqué a de l'avenir. Ouais. Du coup, je regardais une question par rapport est-ce que ça se colle sur l'infrastructure solaire batterie. Bon, j'ai l'impression que comme on disait, ça se rajoute un peu à tout le reste. Ouais. C'est pas ça qui va changer non plus, effectivement, les choses. En tout cas, ça va plutôt se rajouter.
Alors le problème à Marseille, on parlait plutôt par rapport au Rhône, je pense, mais parce qu'on disait ce sera dur de trouver de l'eau Ah ouais, sans trop je de vois plastique. je fais une petite parenthèse, je vois Oui. le mot Matostec. Ah oui, Matostec, voilà, de Bobinette. Donc je reconnais mes Bobinette connaît, collègues. c'est pour ça il est Ouais, du donc je CNRS. parlais de sobriété, donc on a justement une démarche en ce moment au LIFI parce que la recherche a son impact environnemental, écologique. Ouais. Les bilans qu'on a pu faire au sein du monde de la recherche montrent que nos achats de matériel ont un poids conséquent, notamment en CO2 en fait. Dans les labos, on achète pas mal de matériel et ce C'est quoi alors la matériel. Matostec? Alors la Matostec, c'est un échange de matériel. Donc on a une bibliothèque. On mélange le mot matos et le mot bibliothèque, ce qui donne Matostec. Et avec cette Matostec, on peut échanger facilement des équipements. Donc on a tous des équipements parce qu'on a acheté des éléments pour nos recherches. Puis à un moment donné, ça finit dans un placard parce qu'on est passé sur d'autres recherches. Et plutôt que ça moisisse dans un placard, on donne la possibilité aux autres de savoir que c'est là, que ça peut être emprunté. Et donc, ça évite l'achat multiple d'un même équipement. Voilà. Et ça évite donc, aussi que ça reste au placard et qu'on les oublie aussi. Ouais. Ça fait un inventaire qui est assez pratique aussi, j'imagine. Donc l'objectif, c'est vraiment de réduire si possible nos achats, limiter la fabrication de matériel et plutôt utiliser au maximum le matériel existant. Ça vient dans la même démarche que de réparer plutôt que de jeter. Les ressources sont limitées sur la Terre et donc dans cette idée-là, il faut les utiliser de manière parcimonieuse pour... On peut commander les PC portables du coup si vous ne l'utilisez pas, mais je ne peux pas faire ça en ligne. Donc les PC portables, en fait, on a régulièrement des stagiaires, il y a beaucoup de personnes qui sont là de manière temporaire et donc c'est voilà. Plutôt qu'acheter un portable à chaque fois. Voilà. D'accord. Bobinette dit qu'une communication va sortir sur le sujet, donc on a ça en exclusivité, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Peut-être encore, je regarde un peu qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Le sujet de l'eau douce, effectivement, c'est un sujet sensible, mais justement, on en a bien parlé aujourd'hui que ça aide aussi au dessalement, finalement, ce genre d'études. Donc, alors c'est pareil, le dessalement, c'est clairement pas la panacée. Plutôt que d'avoir à dessaler de l'eau de mer, vaudrait mieux réfléchir à notre utilisation de l'eau, à l'endroit où on utilise l'eau. Tout ça est couplé avec le problème d'agriculture. Voilà, je ne vais pas faire... Il y a tout un tas d'enjeux autour des limites planétaires, de la biodiversité, etc. etc. Donc, ce n'était pas le sujet du jour, mais en vrai, il ne faut pas oublier que tout est couplé. C'est ça. On avait une remarque de Lord Gibus encore aussi qui disait que, voilà, que même quand on nage, effectivement, on a une réaction, un échange osmotique pour rappeler un peu effectivement que c'est partout, en tout cas cette énergie. Elle est dit à travers notre peau et le manque ou les surplus de minéraux, ça va s'équilibrer apparemment. Alors, je le cite, mais je ne suis pas médecin là-dessus, donc je ne connais pas à quel point c'est vrai ou pas. Le CHU de Marseille, disait Cureil, participe à la Matostec car beaucoup de matos peut utiliser. Ah, le CHU de Marseille, d'accord, j'avais pas compris la blague. Et Splagada, donc oui, pour tout ce qui était le côté développement, ça je te renvoie vers le replay vu qu'on en a bien parlé depuis le début, où ça en est, les brevets, les startups. Pour rappel, je peux peut-être remettre rapidement celle de... J'ai pas compris, là, je vois un dernier commentaire, il y a marqué « La techno vaut des milliards, vous en faites quoi ?» Ah oui, non, ça c'est pour compléter sa question, je pense. Mais justement, pour dire... il tente de la faire développer, tu vois. Là, il y avait celui-là, donc la station, en tout cas pour l'instant, on en était un peu à ça aussi. Le plus avancé, on va dire, ce serait peut-être ça en France. Ouais. Le switch, en tout cas, au niveau du delta du Rhône, avec une écluse, là. Et donc là, ils sont en train de tester... C'est la même question, mais... Là, pour l'instant, ils sont en train de tester. Et en vrai, justement, pour toute la difficulté, entre guillemets, des startups, c'est que des gens croient en la chose et c'est un combat permanent pendant des années pour arriver à ce que les gens qui travaillent dans ce type d'entreprise puissent être payés. Puisque évidemment les salaires, pour l'instant, en fait, il n'y a pas de
il n'y a pas de production d'électricité, donc il n'y a pas d'argent qui rentre par l'énergie qu'on pourrait vendre. Et donc, il y a toute une phase de développement qui requiert des investissements extérieurs, donc des recherches de fonds, des levées de fonds. Et ça, c'est très, très lourd, très, très dur d'arriver à attirer des gens qui, entre guillemets, je vais pas employer le bon terme, si, des investissements, j'allais dire des dons parce que ce sont pas des dons. Après, c'est par. disait un oncle d'Amérique qui balance 1 milliard, voilà, ça aiderait bien, c'est sûr. Mais non, mais bon, voilà, donc il y a pas mal de personnes qui croient dans Switch, ce qui permet son développement. Mais enfin, en fait, Switch, c'est une des startups qui se développe, ouais. Voilà. Bon, tout ça pour dire que dans notre structure économique, c'est vrai que l'argent reste le nerf de la guerre. Peut-être qu'il faudrait, il y a peut-être une nécessité. Le message est passé pour peut-être des investisseurs, on ne sait jamais. Shagada, il a qu'à investir. Mais bref. Il y a peut-être une nécessité de faire évoluer le système. Enfin bon, pour l'instant, c'est comme ça que ça. Comme dit Lord Dubus, il faut mettre le mot IA dans les communications, ça marchera pour faire ça tout le temps. Et donc oui, j'ai pas parlé brevets, mais oui, effectivement, il y a déjà des brevets. Des études qui sont sorties, etc. Est-ce que tu aurais un site à recommander peut-être pour, à part le LiFi ou d'autres sites, peut-être pour ceux qui voudraient aller plus loin? Je pourrais toujours donner des articles d'ailleurs sur Discord aussi, moi de mon côté. Mais, ouais. Là, chaud. Après, moi, je connais assez bien les articles scientifiques. Si vous tapez énergie bleue sur YouTube, il y a pas mal de choses qui existent déjà. Il y a plusieurs vidéos notamment qui ont été faites. Par exemple, sur Switch, il y a plusieurs articles en lien avec l'énergie bleue. Toutes les grandes entreprises, l'énergie bleue a été inscrite au niveau européen comme source d'énergie renouvelable. Donc, c'est vraiment identifié, même, je dirais, à l'échelle politique. Et donc, du CNRS, justement, avec Eric Bocquet. Donc, le CNRS a fait pas mal de publications là-dessus. Et toutes les grandes entreprises de l'énergie, Engie, Total, aussi mentionnent, décrivent ce qu'est l'énergie bleue. Et puis, il y a des émissions radiophoniques qui existent aussi régulièrement. Oui, tu avais été invité sur France Culture. Mais depuis, il y a eu plusieurs émissions qui reprennent le sujet. Donc, après, voilà, faut se méfier. Comme l'hydrogène a eu des fois, il y a des effets de mode. Comme je le disais, c'est des choses qui se font sur le long terme. Et des fois, les effets de mode, c'est délétère parce que quand on commence à parler d'un truc, on s'attend à ce que dans 2 ans, paf, c'est fait un boom. Et malheureusement, c'est souvent beaucoup plus long. Et donc, il faut accepter cette longueur ce temps de développement. Voilà. Parce que là, finalement, le plus optimiste, on avait dit, c'était année 2030, enfin dans les années 2030 pour le projet Switch. Et même ça, c'est pas assuré du tout. Ça marche aussi. Ça a été très rapide parce qu'ils ont commencé en 2015, ça fait 10 ans. Donc, quand on voit le travail abattu en 10 ans, c'est assez impressionnant. Et il y a quelques. Il y a une start-up, il y a quelques startups qui marchent bien. Il y en a une à Grenoble, plus sur l'aspect valorisation du biogaz, qui s'appelle Waga Energy. Pareil, sur une échelle de temps de 10 ans, c'est vraiment une rupture dans le domaine de l'énergie par rapport aux mammouths qui ont eu pignon sur rue pendant des décennies. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques petites startups qui émergent sur des choses assez spécifiques. Après, voilà, encore une fois, l'enjeu, les changements climatiques derrière fait que il faudrait que ça aille beaucoup plus vite pour que ce soit vraiment, que ça permette au moins d'amortir le choc, justement. Là, pour l'instant, dans tous les cas, le choc... C'est ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir en tête que cette voie techno, c'est pas du tout la seule à considérer. Ça peut permettre un choc plus... amorti pour les années 2100. Ça peut permettre un choc amorti, ça peut aussi être des solutions d'intérêt dans une autre structure de société, donc ça peut être marginal, mais avoir un poids plus conséquent si on était organisé différemment. C'est ça, c'est pour ça que ça qui m'intéresse, c'est que même si individuellement, il n'y a pas une solution qui va émerger, qui va faire, on va pas être toute la France 100% énergie osmotique, même si c'est déjà quelques pourcents, ce serait déjà utile si c'est cumulé avec toujours l'éolien, du solaire, du nucléaire, etc. Enfin, un peu de tout.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'application, les recherches qu'on fait peuvent avoir d'autres. On parlait de filtration d'eau, au-delà du dessalement, arriver à avoir de l'eau potable, il y a toute cette problématique des microplastiques, etc. Voilà, filtrer l'eau, ça devient un sujet en soi, même pour de l'eau qui n'est pas salée au départ. Et donc, tout le travail qui est fait, je parlais de nanofluidique au début, tout le travail qui consiste à savoir filtrer l'eau, ça a des impacts à différents niveaux. Oui, parce que c'est vrai que finalement l'échelle c'est la même que les micros et les nanoplastiques finalement qui sont un gros problème maintenant. On n'est pas exactement sur les mêmes échelles, mais enfin si. Oui, parce qu'en termes de développement, il faudra quand même faire cette échelle-là, donc peut-être qu'il y a des instruments qui seront en commun. Donc on voit. Mais c'est pas ça, voilà, on peut pas savoir maintenant en tout cas. Voilà, ça peut faire partie d'un bouquet énergétique, je voyais. Et ça permet de mutualiser les risques. Voilà. Bon. Je sais pas si, j'ose pas prendre plus de temps parce que je me dis, on a dépassé de 22 minutes par rapport à ce qu'on avait dit, et peut-être un peu pressé, mais je pense que les gens étaient bien intéressés. Moi, en tout cas, j'ai envie de remercier quand même du coup pour toutes les informations. J'avoue que le sujet, il s'est déterminé. On en avait discuté rapidement en live la semaine dernière, honnêtement. Et ça fait quelques temps, j'avais un peu repéré en me disant, tiens, c'est quoi l'énergie osmotique au final ? J'ai jamais écrit d'article dessus. Donc j'avoue que je l'ai fait parce que je me suis dit, c'est quelque chose dans le futur lointain. Je me suis pas dit c'est une solution dans 2 ans, mais ça m'intéressait de mieux comprendre. Et le sentiment d'avoir mieux compris aujourd'hui et avec la discussion qu'on a fait en avance. Donc merci, merci Cyril. Et j'espère que ça remerciera. Encore désolé pour le début, voilà, c'était il y a eu un petit peu quelques couacs comme d'habitude. Mais sur le reste, ça a bien tenu, donc au moins, tout va bien. Je vais peut-être mettre fin à la rediff YouTube maintenant. Donc on peut dire au revoir YouTube maintenant. Comme ça, on peut dire merci à YouTube. N'hésitez pas à faire un commentaire pour Cyril, on pourra envoyer des questions. Super. Voilà. Merci à tous.